Hop, alors, avant de commencer à traiter de notre sujet et de vous présenter les intervenants qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir, je vais vous présenter brièvement l'association. Donc, les Jeunes Européens, on existe depuis 1992 et on est présent à Strasbourg depuis 20 ans. On a fêté nos 20 ans en novembre dernier. Nous sommes une association transpartisane européenne et on s'adresse à tous les jeunes de 16 à 35 ans désireux d'en savoir plus sur l'Europe en général. Et donc, on fait de la pédagogie européenne principalement, et cela passe par plusieurs médiums, donc des interventions pédagogiques, des articles écrits dans un média qui nous appartient, qui s'appelle Le Taurillon. Ça passe aussi par l'organisation de conférences, dont celle de ce soir. Euh, Ce soir, de manière comme ça, de prime abord, on se dit qu'on n'a rien à voir avec l'Europe vu qu'on parle des archives à la mémoire de guerre, mais ce moment, en fait, et cette conférence se place dans le cadre du projet Lieu de mémoire, qui est un projet que l'on porte au niveau de Strasbourg, donc des jeunes Européens à Strasbourg, en partenariat et en collaboration avec plusieurs sections de l'Est français, à savoir les jeunes Européens à Nancy, dont vient Gwenolé qui co-anime la conférence avec moi ce soir. Les jeunes Européens à Nancy, Dijon, Reims, enfin non, c'est plutôt Lorraine d'ailleurs. Et du côté allemand, on a aussi des amis de la Sarre, de Trèves, de la Rhénanie-Palatinat et du Bade-Wurtemberg. Donc voilà, c'est un projet franco-allemand qu'on organise à l'occasion des 150 ans de la guerre de 1870-1871 et qui nous donne aussi l'occasion de revenir sur les deux conflits mondiaux qui ont, euh, qui ont succédé à ce petit entre guillemets là. Et on revient sur la mémoire et sur bah, les différences de mémoire entre le peuple français et allemand et comment ces guerres en fait ont marqué les territoires en plus des mentalités. Et voilà, par rapport au projet, il a une durée d'un an. Donc, il prendra fin en septembre et vous entendrez plus parler. Si d'ailleurs vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez liker la page des Jeunes Européens Strasbourg et puis suivre un petit peu les différents éléments. Euh, je vais laisser Gwenolé se présenter, mais juste avant, il faut que je me présente aussi, pardon. Je m'appelle Andrea et je suis présidente de l'association donc les Jeunes Européens Strasbourg et coordinatrice du projet Lieu de mémoire. Et c'est un vrai plaisir de modérer cette conférence avec Gwenolé. Je te donne la parole. Bonsoir, bonsoir. Donc, je m'appelle Gwenolé Patinec et je suis le trésorier des Jeunes Européens Lorraine et je représente l'association du coup des Jeunes Européens Lorraine dans le projet Lieu de mémoire. Alors moi, j'ai fait un master d'histoire et donc du coup, l'histoire militaire et les archives, bah, paradoxalement, je connais ça plutôt bien. Donc du coup, je poserai quelques petites questions justement sur les rapports entre histoire, mémoire et archives aux intervenants. Et justement, parlant d'intervenants, Madame Depoil, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, volontiers. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être ici avec vous. Donc, Annelise de Poil, donc, je suis conservatrice du patrimoine aux archives départementales du Bas-Rhin. Est-ce que ça vous suffit comme présentation ou est-ce qu'on rentre déjà dans le vif du sujet Ah bah, qu'est-ce que vous faites, grosso modo? Alors, donc, du coup, je suis conservatrice du patrimoine en spécialité archives. Donc, il y a plusieurs spécialités dans la conservation du patrimoine. Il y a ce que tout le monde connaît, les œuvres d'art, il y a les monuments historiques, l'archéologie, le patrimoine scientifique et technique. Et du coup, moi, je suis spécialisée vraiment dans le patrimoine écrit et pas n'importe quel patrimoine écrit, puisqu'il y a aussi les bibliothèques qui sont ici représentées par M. Bornemann. C'est les archives. Alors, les archives, qu'est-ce que c'est très brièvement? C'est l'ensemble des documents qui sont produits par une personne dans le cadre de son activité. Donc, c'est hyper vaste comme définition. Ça veut dire que concrètement, quand on écrit une lettre ou quand on écrit un mail, c'est considéré comme une archive. Alors, du coup, le rôle du conservateur et de l'archiviste en général, ça va être de sélectionner parmi cet ensemble de documents ceux qui méritent de faire patrimoine et donc qui méritent d'être conservés et préservés pour les générations futures. Et donc, très, très rapidement, les deux missions principales d'un conservateur, c'est d'une part de conserver le patrimoine pour que les générations futures puissent l'avoir dans le meilleur état possible, et d'autre part de le valoriser aux générations, aux personnes actuelles, parce que ça ne sert à rien que le patrimoine soit enfermé dans des magasins ou des réserves. Le but, c'est aussi de le diffuser au plus grand nombre possible.
ce qui peut paraître parfois paradoxal parce que la diffusion nuit à la conservation, mais on y reviendra peut-être. Très bien. Monsieur Bornemann, est-ce que vous pourriez vous présenter et décrire rapidement ce que vous faites à la Bibliothèque nationale universitaire, s'il vous plaît? On va essayer. Donc, je m'appelle Daniel Bornemann, je suis conservateur un des conservateurs de la BNU. On est une assez grosse bibliothèque, donc il y a un grand nombre de conservateurs et j'en fais simplement partie, mais ma spécialité, c'est le patrimoine. Et donc, ce sont les livres précieux, rares et anciens, et aussi les manuscrits. Et dans les manuscrits, un manuscrit, ce n'est pas forcément quelque chose de très vieux et de très vénérable. Il y a aussi des dossiers d'archives et des fonds que l'on traite en tant que manuscrits. Et voilà, alors le travail pour gérer, c'est faire en sorte déjà que les documents entrent à la bibliothèque, arrivent. Enfin, il faut aussi évidemment tenir compte de ceux qui sont déjà là. Mais déjà en faire entrer de nouveau, c'est déjà une belle activité. Et lorsqu'il s'agit de fonds d'archives, souvent c'est des choses qui arrivent un peu à l'état brut. Mais alors il faut faire un classement, il faut faire des éliminations, du tri, et imaginer un plan de classement qui soit pertinent. Et ensuite, il faut le signaler, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse savoir que ces choses sont ici. Et pour ça, c'est faire des fiches catalographiques. Là, actuellement, c'est évidemment des choses qui sont en ligne. Et là, le quatrième pan du travail, je dirais, c'est mettre en valeur et surtout permettre l'utilisation de ces choses par les personnes intéressées et aussi en permettre, disons, la conservation. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah, à ce moment-là, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, bien, Madame de Poil, du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le passage des archives à l'histoire? Alors, déjà, je pense que ce qui est important de dire dès les débuts, c'est que les archives, c'est le matériau de l'historien. Donc, en fait, on ne peut pas faire d'histoire sans se pencher sur les archives, sans travailler sur les archives. Et du coup, il y a énormément de liens entre archives et histoire. Et je dirais que le lien principal qu'il faut garder en tête, c'est que les archives vont conditionner la qualité du travail que pourra faire l'historien. Tout simplement parce qu'il y a énormément de documents qui ne nous sont pas parvenus au fil des siècles. Il y a eu énormément de destructions, des choses qui ne nous sont pas parvenues pour des raisons diverses. Et donc, d'une part, l'ensemble des documents qui se retrouvent chez nous, c'est le fruit du hasard. Et c'est aussi le fruit de la sélection de l'archiviste. Et la sélection de l'archiviste, c'est... Alors, on essaye de le faire le plus scientifiquement possible avec des critères objectifs, mais il y a toujours une part de subjectivité là-dedans. On est dépendant aussi de la période à laquelle on travaille. C'est-à-dire que les archivistes du 19e siècle ne travaillaient pas de la même façon que les archivistes d'aujourd'hui. On ne considérait pas que les mêmes documents étaient importants. Par exemple, au 19e siècle, on était très, très intéressé par l'histoire des batailles, par exemple, l'histoire des grands hommes, l'histoire des administrations, des institutions. Et aujourd'hui, quasiment tout peut faire histoire, en fait. Il y a aussi bien l'histoire culturelle, l'histoire des mouvements sociaux. Il y a Alain Corbin, par exemple, qui a fait une histoire des odeurs, des sensations. Donc, c'est de plus en plus, l'histoire recouvre de plus en plus de domaines et l'historien ne peut malheureusement pas faire d'histoire s'il n'y a pas les archives qui correspondent. Et du coup, si les archivistes n'ont pas décidé de conserver les documents qui pouvaient servir aux historiens, le travail de l'historien va être assez compliqué. Je pense que c'est ça le lien principal, c'est qu'il y a vraiment une interdépendance entre archives et histoire. C'est-à-dire que l'historien ne peut pas travailler sans archives et en même temps, l'archiviste doit faire en sorte de travailler pour que l'historien puisse... on doit anticiper à la limite les travaux que peuvent faire les historiens du futur. Ok, Monsieur Bornemann, quelle est votre perspective du coup sur les rapports entre archives et mémoire? Parce qu'entre archives et histoire, c'est relativement évident, mais avec la mémoire, c'est un petit peu différent. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Euh,
Moi, j'aborderais la question sous l'angle d'une dialectique entre l'objectif et le subjectif, peut-être. C'est une tentative, hein. Donc, il y a des faits qui sont objectifs, il y a des traces de ces faits qui sont dans l'objectivité. Ce sont justement les archives, je pense. Et puis, il y a aussi une part subjective qui constitue aussi une archive, c'est-à-dire tout ce que les individus, c'est quand même les individus qui sont mêlés aussi à l'histoire, c'est pas seulement des structures ou des États, des organisations, mais aussi des individus qui se retrouvent là-dedans et qui produisent eux-mêmes leurs archives, leurs écrits, donc, qui écrivent sur soit leur mémoire, puisqu'on peut écrire ses mémoires, soit qui remplissent une tâche d'historien eux-mêmes et qui, là aussi, donc, ont leur point de vue subjectif, qui peut évidemment être étayé sur des faits objectifs ou non. Ça peut être aussi un point de vue totalement personnel. Et je pense que c'est un va-et-vient entre des faits qui ont eu lieu et la perception de ces faits qui a aussi eu lieu, et de tas d'individus qui se sont promenés dans l'histoire et qui l'ont faite, en fait, qui se sont retrouvés pris dedans, qui forment également une certaine forme d'archive. Donc là, on peut se dire, bon, il y a par exemple tous les livres d'une bibliothèque, admettons qu'il y ait par exemple un rayon spécialisé sur la guerre de 70, ce rayon sera constitué d'un grand nombre de récits, de récits personnels, de récits des tribulations d'un tel, mais aussi des grandes envolées sur la destinée des nations, des armées, sur l'horreur des guerres, ou au contraire, l'aspect glorieux de tel ou tel acte, ou au contraire, une analyse méticuleuse des réalités politico-diplomatiques qui ont provoqué ce conflit. Et donc, ce sont autant de vues subjectives. Alors, donc, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, ce ne sont pas tellement les livres écrits, les choses publiées, ce sont les choses non publiées. Ce sont les documents ramassés, récoltés, rassemblés, collectés par des individus en rapport avec ces faits historiques. Par exemple, la personne qui a son frère ou son fils ou son père dans une tranchée quelque part, qui reçoit des cartes postales, qui récolte quelques photos, qui prend le soin de les préserver, de les expliquer aux générations suivantes, et qui un jour finalement se dit c'est trop dommage, mes arrière-petits-fils ne comprendront plus rien à tout ça, et puis ça les encombrera. Il vaudrait peut-être mieux que je les confie à un organisme à qui on peut confier des choses de ce genre. Et là, je dirais, c'est peut-être les bibliothèques, autant que les archives, qui peuvent intervenir, et c'est vers eux qu'il arrive que des personnes se tournent. Après, il y a aussi des gens qui sont des historiens, par exemple, ou des personnes qui sont engagées dans quelque chose. Je parlerai par exemple d'individus qui ont été députés peut-être, ou maires d'une ville, d'une commune, ou personnalités politiques, qui ont eu affaire à des situations très compliquées. Par exemple, lorsqu'il y a une guerre en Alsace entre la France et l'Allemagne, où il a fallu se situer, trouver son sa modalité pour traverser cette difficulté. Ensuite, il leur est arrivé telle ou telle chose. Certains ont survécu aussi, et ont eu ensuite à donner des explications sur leur vécu, ou sur leurs agissements, ou même sur leur mode de pensée, et qui ensuite passent une grande partie de leur temps restant de vie, à recueillir des archives, à aller chercher des archives dans des services d'archives qui ne sont pas seulement ceux de leur patelin ou de leur ville, ou même de leur pays, mais que ça peut être très loin, ailleurs, aux États-Unis, en Russie parfois, et pour essayer de rassembler des éléments objectifs qui leur permettent de raconter leur vécu subjectif à travers ces époques. Très bien. Alors du coup, là, maintenant, je vous propose d'orienter la conférence sur un cycle en fait de production de l'histoire puis de la mémoire. Donc du coup, on va tout d'abord partir des archives.
Et donc, avec une question simple, comment sont constituées les archives de la guerre de 1870? Comment est-ce que vous les avez acquises? Et comment est-ce que vous les conservez? Et comment est-ce que vous les diffusez? Je commence? Comme vous voulez. Après, Euh, enfin, ça Oui, peut oui, être vous oui, oui. parce que les archives, c'est ce qui va de soi, mais après, la BNU, c'est aussi la bibliothèque qui existe en raison de la guerre de 1870. Donc, Alors, je laisse mon Il collègue faut répondre. commencer par les archives, je pense. Ah, bon, ok. oui, on va commencer par les archives alors. Alors, nous, du coup, les archives qu'on conserve sur la guerre de 70, ce sont des archives qui sont publiques. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'archives d'un point de vue juridique et les archives publiques qui sont produites par les administrations et les personnes d'autorité publique, et les archives privées qui sont produites par des particuliers, donc comme vous et moi. Et l'essentiel des archives que nous, on conserve sur la guerre de 70 sont des archives qui nous ont été versées de façon obligatoire, réglementaire. C'est une obligation légale, en fait, de verser ces archives, qui nous ont été versées par les administrations allemandes et françaises de l'époque. Donc d'abord françaises et puis allemandes par la suite, au cours du 19e et du 20e siècle. Donc très concrètement, ça va être les archives de la préfecture du Bas-Rhin qui vont contenir des documents sur le siège de Strasbourg, sur la façon dont le ravitaillement ou la conscription ont été organisés, voilà. Et on a aussi une petite partie de documents d'origine privée, donc qui là nous viennent de dons ou d'achats auprès de particuliers. Mais ça, je dirais que c'est pas notre mission principale. Tout d'abord parce qu'on n'a pas forcément le budget nécessaire pour pouvoir acquérir beaucoup de documents. Et surtout parce qu'on a tellement de documents d'archives publiques à préserver et à diffuser que, disons, les archives privées ne sont pas vraiment notre priorité. Donc, les archives qu'on conserve, ce sont essentiellement des archives produites par les administrations. Ok, très bien. Du coup, Monsieur Bornemann, est-ce que vous pouvez nous présenter les collections de la BNU qui sont relatives à la guerre de 1870 et est-ce que vous pourriez aussi expliquer rapidement l'histoire de la bibliothèque puisqu'elle a été fondée justement à l'époque où Ouais. l'Alsace était allemande? Oui, alors Strasbourg est une ville très ancienne, pleine de richesses, qui a toujours eu que des bibliothèques et une activité autour du livre, qui était un grand centre d'imprimerie dès l'époque de Gutenberg, on peut le dire, et qui a eu un grand malheur. C'est l'année 1870, le 24 août, parce que lors de cette guerre, la ville de Strasbourg a été encerclée militairement par les Prussiens, c'était les Prussiens à l'époque, et ils ont organisé un bombardement de la ville, un bombardement assez massif puisqu'il a duré 40 jours, il me semble, où jour et nuit, il y avait des canons qui canonnaient depuis les collines de Hausbergen la ville de Strasbourg. Et certains obus étaient plutôt destinés à démolir les fortifications et tout ça pour pouvoir permettre un assaut. Et d'autres étaient dispersés sur les grands bâtiments de la ville, la mairie, la cathédrale, s'est chopé pas mal d'obus, et aussi une église qui s'appelait le Temple Neuf, qui était en fait une vieille église qui existe encore, mais qui a été reconstruite depuis, puisque justement elle a été entièrement détruite par un incendie. Or, dans cette église avaient été rassemblées deux grandes bibliothèques, les deux grandes bibliothèques de la ville de Strasbourg, issues de la Renaissance, celle de l'université, celle où Goethe a étudié et tout ça, et aussi celle de la municipalité de Strasbourg, une bibliothèque municipale déjà à cette époque-là. Et donc tout ça a flambé complètement, ce qui évidemment était une catastrophe culturelle. Toutes ces choses sont vraiment parties en fumée. Réellement à 100%. Et du coup, une fois que l'incendie a été éteint et que voilà, les hostilités ont cessé après la capitulation de Napoléon III, et lorsque la ville s'est rendue avec le traité de quoi déjà de Versailles, tout ça, ou Francfort, C'est le traité de Francfort. oui, Francfort, a décidé que l'Alsace deviendrait allemande
et la Moselle, eh bien, l'État prussien s'est quand même un petit peu mordu les doigts de cette catastrophe culturelle parce que pour un Allemand, la ville de Strasbourg, ça représente vraiment quelque chose. Et la culture strasbourgeoise, ça représente quelque chose. L'histoire de Strasbourg, c'est très important. Et donc, il a fallu reconstituer quelque chose qui tienne la route, d'autant plus qu'on voulait faire de Strasbourg une grande cité modèle de la réussite impériale du Second Empire allemand. Et donc, en créant une très grande université qui existe encore, etc. Et il n'y a pas d'université sans grande bibliothèque. Et en plus, l'Alsace et la Moselle formaient un Land. Un Land, comme il y en a plusieurs en Allemagne, comme on sait. Et c'était un Reichsland, un land où il n'y avait pas une ancienne dynastie qui régnait, comme les princes de Bavière ou du Württemberg, ou je sais pas. Non, c'était un land qui appartenait au Reich lui-même. Un Reichsland, donc. Et donc, elle avait ce pays, parce qu'un land, c'est un pays, il avait une capitale. Cette capitale, c'est Strasbourg. Et si un pays qui a une capitale se doit d'avoir une bibliothèque nationale, une bibliothèque du land. Et donc, a été créée une grande bibliothèque qui desservait à la fois l'université et qui servait de bibliothèque nationale. Et qu'est-ce que rassemble une bibliothèque nationale? Elle rassemble le patrimoine d'une région du monde, d'une nation, que ce soit un land, un pays comme la France ou voilà, une province. Eh bien, la bibliothèque s'est donnée comme mission, évidemment, de récolter tout ce qui est possible en patrimoine écrit alsacien et mosellan. Et et la question de la guerre de 70, qui était quelque chose qui s'était passé juste là, sous les yeux des gens, enfin, qui s'est bien déroulé pour une bonne partie en Alsace, au moins le démarrage des opérations, eh bien, ça a généré beaucoup de littérature. Et cette littérature, je ne dirais pas une littérature au sens les romans, la poésie, le théâtre, mais de l'écriture historique, du témoignage, a été récoltée par la section de la bibliothèque qui s'occupe de la documentation régionale. Voilà. Ok. Alors, Alors, du je coup, si je peux rappelle me juste. permettre de relancer, peut-être que tu voulais le faire, Gwénoline, mais la question aussi concernait l'acquisition des documents et quels sont les documents qui sont conservés, notamment du coup à la Bibliothèque nationale universitaire. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Le but, c'était l'exhaustivité au niveau de ce qui est édité. Voilà. Donc, acheté, reçu en don, en dépôt, le dépôt légal aussi existe, par exemple. Donc, déjà une bonne part de ces choses qui étaient imprimées par des locaux dans la région, eh ben, atterrissaient directement par l'effet du dépôt légal à la bibliothèque. Donc là, je ne peux pas tellement répondre plus. C'est tout à fait foisonnant, quoi. Sur la question précisément de ce qu'on appelle les alsatiques. Les alsatiques, c'est un mot alsatique, comme Alsacia. Alsatique veut dire documentation sur l'Alsace, documentation écrite. Et c'est le nom d'une section de la bibliothèque qui a pour but d'avoir tout. On n'aura jamais tout, quoi. Mais c'est le but. Je vois juste qu'il y a une question intéressante dans le chat sur Ah, les archives, enfin le rôle des archives dans un conflit. Moi, je vais juste prendre l'exemple de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a deux exemples que j'apprécie assez. Déjà, d'une part, les archives, c'est un enjeu stratégique pour le pays qui est en difficulté. C'est-à-dire que la première chose que les administrations françaises ont faite lors de la débâcle, avant même de se replier à Bordeaux, ça a été de détruire les archives des ministères, par exemple. Il y a beaucoup de témoignages qui racontent qu'il y avait des fumées qui s'élevaient dans tout Paris parce que les ministères étaient en train de brûler frénétiquement leurs archives pour éviter que les Allemands ne puissent s'en emparer. Parce que les archives, en fait, c'est essentiel pour la gestion d'un pays. Donc, c'est une façon aussi c'est une sorte de politique de la terre brûlée, mais de l'administration, quoi. Et l'autre exemple qui est assez intéressant, c'est le cas des archives qui se sont retrouvées à Moscou, en fait. C'est que les Allemands, quand ils sont arrivés à Paris, ils ont quand même réussi à prendre une partie des archives françaises qu'ils ont rapatriées à Berlin. Et quand les Russes sont arrivés en 1945 à Berlin, ils ont ensuite rapatrié ces archives-là, qui étaient des archives françaises au départ, en Russie, à Moscou.
Et c'est que dans les années 80, en fait, qu'il y a eu un accord entre la France et la Russie pour que les archives françaises, qui normalement devraient être conservées aux archives nationales et qui étaient conservées à Moscou, puissent être rapatriées en France. Donc oui, c'est un enjeu énorme et c'est aussi un enjeu dans le cadre de la décolonisation, puisque les archives algériennes, il y en a une partie encore qui sont conservées en France, à Aix-en-Provence. Et c'est un sujet, disons, de tension, pour parler avec un euphémisme, entre la France et l'Algérie, puisque l'Algérie aimerait bien récupérer une partie des archives qui concernent son histoire, en fait. Vous imaginez un chercheur algérien qui est obligé de venir en France pour faire l'histoire de son pays, ça pose souci. Donc oui, les archives, c'est un enjeu extrêmement important dans les conflits. Voilà, alors moi je vais rajouter 2-3 observations en fait. Alors sur la question des archives algériennes, en fait, des archives avaient été transférées dès l'indépendance en 1962. C'était les archives qui étaient entre guillemets considérées comme indispensables. Donc par exemple le cadastre qui avait été établi par les autorités françaises, mais d'autres archives qui pouvaient être un peu plus, disons, compromettantes, comme des rapports de police dans les années 40, par exemple, je sais pas, les rapports sur les massacres de Sétif. Ceux-là ont été conservés bien au chaud en France. Et donc, ce sont ces archives-là qui font l'objet d'un contentieux historique sans trop de surprise, on va dire. Mais après, il y a aussi, par exemple, l'état civil. Une partie de l'état civil, tout simplement, qui est l'archive essentielle pour prouver votre identité. Pour une partie des citoyens musulmans, c'est encore conservé à Nantes, en fait. Et il y en a une partie qui est restée en Algérie, parce que, comme vous dites, c'était une archive considérée comme essentielle. Mais une autre partie qui est encore aujourd'hui conservée à Nantes. Et du coup, il y a certains citoyens qui étaient considérés comme ce qu'on appelait les citoyens musulmans à l'époque, mais aujourd'hui des citoyens algériens qui ont besoin de l'état civil pour prouver leur identité et qui sont obligés de faire des démarches auprès de l'administration française, ce qui est un peu un comble en fait quand on y réfléchit. Voilà, alors pour revenir sur la dernière partie de la question, alors les archives comme objet de propagande, c'est assez... Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, moi. Je sais pas pour les intervenants. Mais en revanche, des archives qui ont une portée militaire, ça, il y en a. Alors, l'exemple que j'ai ne vient pas du tout de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, il vient des guerres napoléoniennes. Donc, vous savez sûrement qu'en 1806, la Prusse a eu la mauvaise idée de chercher la guerre à Napoléon, ce qui lui a valu une conquête en 2 semaines. Et lorsque les soldats français sont arrivés à Berlin, l'un des premiers bâtiments dans lesquels ils sont entrés, c'est le cabinet des cartes du roi de Prusse, ce qui a donné à Napoléon les éléments dont il avait absolument besoin pour ensuite continuer sa campagne en Pologne et qui s'est terminée en 1807 avec le traité de Tilsit. Et donc la résurrection de la Pologne qui avait été annexée à ce moment-là. Voilà, donc les archives ont effectivement une portée militaire, mais après, c'est des archives qui sont quand même extrêmement spécifiques, généralement. Il y a aussi la question de la mémoire aussi, la portée mémorielle des archives. Je pense par exemple aux malgré nous en fait, qui ont été internés à Tambov, donc en Russie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire l'histoire souvent de leur grand-père maintenant, parce que ou de leur père, mais c'est des personnes qui commencent à vieillir et qui ont besoin en fait de savoir ce qui leur est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, quel a été leur parcours militaire et pour quelles raisons ils ont été internés à Tambov par les soviétiques. Et en fait, ces personnes doivent demander l'autorisation au ministère des Affaires étrangères russe pour pouvoir consulter ces archives qui sont conservées à Moscou. Et il y a aussi un enjeu mémorial aussi dans les archives qui peuvent être conservées à l'étranger et pas forcément dans le pays d'origine. Alors sur la question des archives comme objet de propagande, moi j'ai quelque chose à dire. Pas mal de villes allemandes ou de grandes bibliothèques allemandes en 1914, à un moment où tout le monde partait un petit peu la fleur au fusil avec des slogans sur les wagons des trains et dans une espèce d'enthousiasme militaire on peut imaginer, pas mal de bibliothèques ont décidé de faire une grande collecte par patriotisme, par intérêt pour cette guerre, pour garder des souvenirs, mais pas forcément des souvenirs douloureux ou des souvenirs, mais carrément des souvenirs au sens même des babioles que l'on pouvait produire
pendant une guerre mondiale. Et entre autres, la bibliothèque de Strasbourg, donc la BNU, l'ancêtre de la BNU, qui s'appelait Kaiserliche Universitätsbibliothek, a créé une Kriegssammlung, une collection de guerre. On n'est pas la seule, hein, il y en a plusieurs autres. Et donc, en écrivant des lettres circulaires à un petit peu tout le monde, à toutes les organisations, à l'armée évidemment, mais aussi aux municipalités, que tout document imprimé ou autre qui peut être collecté nous intéresse. Et, on va constituer une Kriegssammlung qui sera évidemment à la gloire de notre patrie et de l'élan national et tout ça, de l'Allemagne de l'époque. La France a eu aussi une chose un peu pareille du côté d'une bibliothèque dont j'ignore un petit peu l'histoire, mais qui se trouve actuellement à Nanterre, qui s'appelle la Contemporaine, qui s'appelait auparavant la BDIC, bibliothèque interdocumentaire, un truc comme ça. Enfin bon, j'ai un petit peu un trou de mémoire, mais qui a créé aussi une collection de guerre. Alors, ce n'était pas elle qui l'a créée, ce sont deux personnes, je crois, qui étaient... dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais je ne voulais pas parler tellement de celle de Nanterre, mais ça existe aussi dans d'autres pays, voilà ce que je voulais dire, peut-être qu'en Angleterre aussi. Et du coup, une collecte assez massive de petites affichettes, de journaux de tranchées, ça on peut peut-être en parler aussi, mais le but était vraiment patriotique. Et évidemment, ça plaisait aussi forcément aux historiens et à tous ceux qui avaient la fibre patrimoniale, parce qu'ils se disaient à l'avance, ben oui, évidemment, un tel événement, c'est un peu comme aujourd'hui le Covid et tout, il y a des collectes Internet pour ne pas louper un seul document électronique qui peut exister à cette occasion-là. Mais la guerre de 14 a suscité ces collections de guerre. On a fait une exposition à la BNU qui s'appelait Orage de papier, assez récemment, et qui retrace entre autres cette histoire. Et la ville de Stuttgart, elle aussi, a aussi sa collection de guerre. Voilà, c'est tout à fait intéressant. Merci pour les éléments de réponse. Je vois que Théo, tu souhaites prendre la parole. Vas-y, je t'en prie. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ces éléments d'explication très intéressants. C'est quelque chose que je ne connais absolument pas, les archives. Donc, moi, je suis Théo Boucard, je suis membre du conseil d'administration des Jeunes Européens Strasbourg également. Et j'avais une question, alors peut-être que ça anticipe un petit peu sur le déroulé de la présente conférence, mais il existe des coopérations européennes concernant le traitement des archives. Alors, j'ai plus exactement les noms en tête, mais en quoi, en fait, enfin, quel est l'objectif, en fait, de ces différentes initiatives au niveau européen? Est-ce que c'est dans un but de créer une sorte d'harmonisation des archives au niveau européen? Est-ce que c'est dans un but un peu plus poussé de créer une mémoire européenne? Je ne sais pas si vous avez déjà eu vent de ces initiatives, mais je pense que ce serait intéressant, notamment pour des guerres qui ont, encore une fois, eu des conséquences européennes. Je ne sais pas si je peux répondre. En fait, moi, l'initiative que je connais le mieux, c'est celle d'Europeana, et je pense que mon collègue en parlera aussi bien que moi. C'est une initiative mémorielle en fait qui a été lancée, il me semble, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, et qui entendait rassembler dans un premier temps l'ensemble des documents que les différents services d'archives européens pourraient numériser et mettre en ligne sur ce site internet commun afin que les citoyens européens et même du monde entier puissent avoir accès à ces documents d'archives. Et en fait, je sais qu'en France, pour le coup, tous les services d'archives ont signé une convention avec la Fondation Europeana et ont participé à la mise en ligne et ont mis en ligne des documents sur ce site internet. Et ensuite, ça s'est élargi en fait. Europeana n'a plus uniquement une vocation mémorielle. Maintenant, quand vous allez sur Europeana, vous avez accès à beaucoup de thématiques. En fait, je crois qu'il y a l'histoire des femmes, l'histoire par pays. Enfin, c'est vraiment très large. Et les thématiques mémorielles se sont élargies. Alors après, pour le coup, pour le reste, moi, je n'ai pas forcément connaissance d'initiatives vraiment portées par l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne a ses propres archives qui sont conservées à Florence. Et en dehors de grands projets comme des projets mémoriels ou des projets plus ponctuels de coopération, ça nous arrive, nous, par exemple, dans le Bas-Rhin, de coopérer avec l'Allemagne, enfin, avec les services d'archives allemands qui sont de l'autre côté de la frontière. Je n'ai pas vraiment de connaissance d'une politique en tant que telle au sujet des archives.
Mais peut-être que vous pouvez me compléter si j'en ai pas connaissance. En 2006, par exemple, il y a un groupement européen d'archives qui a été créé. Donc c'est quelque chose, encore une fois, lié à la Commission européenne, mais dont voilà, je ne connais que l'existence. Alors, bon, pour abonder sur Europeana, effectivement, ça a été une grande collecte de documents de la part de cette structure sur Internet, il y a vraiment un foisonnement de documents sur à peu près tout ce qu'on peut voir sur la toile. C'est-à-dire, il y a autant du son que de l'image, du texte, évidemment, mais aussi un peu d'images animées. Parce que pour des gens en 14-18, il y avait certaines choses qui étaient filmées, qui sont très, très intéressantes enfin, c'est pas seulement les films qu'on a déjà tous vus ou les gros documentaires. C'est un peu des rushs comme ça de choses inédites pratiquement qui sont visibles très facilement en quelques clics, hein. C'est vraiment tout à fait une base intéressante. Et à l'occasion de cette année 2014, le lancement de Europeana avait été lancé une opération qui s'appelait la Grande Collecte et qui était animée par quelques bibliothèques, peut-être bien quelques services d'archives aussi, et qui Oui. incitait les citoyens, enfin les personnes, quoi, à venir, non pas forcément donner à la bibliothèque ou déposer, non, mais déjà nous montrer, on les accueillait comme ça, et nous montrer ce qu'ils avaient, des cartes postales, des albums de photos, et nous, on leur proposait de les numériser et de les mettre dans Europeana 14-18. Bon. Alors, ça avait eu un succès relatif, hein, mais enfin, on a trouvé qu'on s'attendait peut-être à avoir plus de choses. Mais après, on s'est dit, ben, tiens, la Bibliothèque nationale universitaire, peut-être qu'elle a un petit peu ressenti encore comme quelque chose d'un petit peu allemand à l'origine, et que c'est peut-être pas là qu'on a envie d'adresser ces souvenirs de guerre, même de 14-18 ou de 39-45. Enfin, on a quand même eu des tas de visiteurs et des propositions. Et donc, voilà. Ça a eu lieu à peu près dans toute la France, et à mon avis, mais je me souviens plus, c'est un peu loin maintenant, dans toute l'Europe. Mais du coup, ce qui est intéressant dans cette initiative de la Grande Collecte, c'est qu'au départ, c'est une initiative mémorielle qui est portée par les États, mais qui donne accès à une source inédite pour les historiens, parce que c'est sûr que les historiens, ils vont pas avoir accès aux maisons, à vos greniers, à vos caves, et ils n'auraient jamais eu accès en fait à toutes ces lettres, ces cartes postales conservées par des particuliers s'il n'y avait pas eu cette initiative mémorielle. Donc là, pour le coup, je trouve que quand on parle d'histoire et de mémoire, là, c'est vraiment un bel exemple de ce que l'un peut apporter à l'autre. Alors du coup, maintenant on va passer, je pense, au deuxième temps du processus, tout du moins généralement, donc le temps de l'histoire. Et donc, vous aviez dit déjà raison que les archives sont la source de l'historien. Et si on fait de l'histoire jusqu'à avant les années 60 environ, c'est même le document roi, voire le seul, souvent même. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous présenter l'importance des archives comme renouveau historique, en fait? Alors Ouais, après, si vous voulez, je peux c'est vous vraiment proposer intéressant. En fait, je pense qu'il y a, un petit exemple il y a, pour commencer avec les procès de Nuremberg. alors pardon, j'ai pas entendu la suite de la question. Je pensais vous proposer un petit exemple pour commencer avec les procès de Nuremberg, puisque là, les archives, elles ont été utilisées pratiquement immédiatement pour démonter toutes les affabulations de la défense des criminels de guerre nazis. Alors, je suis pas vraiment familière de cet exemple, alors je vais pas pouvoir forcément rebondir sur, sur le Oui, procès de si vous Nuremberg. souhaitez, vous pouvez prendre la parole comme vous aviez l'intention de le faire tout à l'heure, enfin avant que Gonolé explicite l'approche qu'il voulait avoir. Et peut-être que du coup, Gonolé, tu peux directement ensuite expliquer ce que tu voulais illustrer. Oui, effectivement. On peut faire comme ça. Alors, ouais, Allez-y, je vais allez-y. commencer par l'exemple du procès de Nuremberg. Et donc, généralement, le
le processus historique, c'est que généralement, il y a une certaine histoire qui apparaît. Alors, après, le processus de création de cette histoire-là peut être extrêmement varié. Et après, généralement, il y a d'autres archives qui apparaissent au fur et à mesure. Et la perception, ensuite, On peut évolue au avoir fur et un à mesure. débat là-dessus, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que les archives apparaissent. J'ai l'impression qu'elles existent, mais que les historiens les découvrent justement à cause de ces nouveaux processus historiques. Ça dépend. Des fois, elles étaient là avant. Des fois, elles sont. Des fois, il y a des pièces qui sont rajoutées. Ça varie beaucoup. Bah, alors, ayons un débat, vraiment, on peut en discuter, il n'y a pas de... allons-y. Il faut du coup expliciter aussi un peu tous les enjeux, etc. Donc n'hésitez pas à aussi clarifier vos arguments pour que les personnes En fait, là, c'est le combat de l'archiviste contre l'historien, en fait. Non, pas du tout, absolument pas, en fait, au contraire. Ah bah... Bon, donc je vais reprendre déjà sur le procès de Nuremberg. Mais donc, les Allemands avaient une qualité, c'était qu'ils conservaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives. Et aussi quelques documents qui ont été un petit peu compromettants. Par exemple, un petit peu avant l'invasion de l'URSS, un ordre avait été donné et contresigné par Keitel, qui était le commandement suprême de la Wehrmacht, oui, qui, du coup, donnait l'ordre à tous les officiers allemands de faire exécuter les commissaires politiques soviétiques. Ce qui est un crime de guerre, puisqu'on n'exécute pas des prisonniers de guerre. Et donc, c'est par exemple ce document-là qui a totalement démonté la défense de Keitel au procès de Nuremberg et qui lui a valu de finir sa vie au bout d'une corde, par exemple. Inversement, certains documents d'archives, ou au contraire, justement, disons, nuancer certaines perspectives. Par exemple, Karl Dönitz, qui lui était l'homme des sous-marins allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, lui était aussi plutôt bien parti pour finir avec la corde au cou, mais il a été en mesure de démontrer, grâce à ses avocats, que l'amiral américain Nimitz avait procédé sensiblement à la même tactique d'utilisation des sous-marins contre les Japonais. Et donc, c'était impossible d'exécuter Dönitz parce que sinon, il aurait fallu exécuter l'amiral Nimitz à côté. Et donc, du coup, à la place, il n'a eu que 20 années de réclusion criminelle. Et donc, tout ça pour montrer que les documents ont une importance absolument vitale pour éclairer les perspectives et pour démonter les idées préconçues. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous, hein, et ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai toujours l'impression en fait, que c'est plutôt le processus inverse, c'est-à-dire que les archives existent, elles ont été versées par les administrations parce que c'est un processus obligatoire, et que les archivistes n'ont pas forcément toutes les clés pour comprendre tout le parti qu'on peut tirer des archives. Et que c'est souvent en fait l'évolution des tendances historiques. Alors je vais prendre un exemple tout bête, hein, qui est celui de l'histoire des femmes en fait. En fait, toutes les archives quasiment peuvent éclairer l'histoire des femmes, mais en fait, elles n'ont jamais été utilisées comme telles, en tant que telles, avant l'explosion des études des gender studies et puis des études sur le genre et sur les femmes à partir des... Alors, en France, c'est un peu tardif, c'est en ce moment même, mais par exemple, dans le monde anglo-saxon, c'était dès les années 80, en fait, que des chercheuses anglo-saxonnes ont commencé à chercher dans les fonds français pour pouvoir éclairer cette question. Et après, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand les archivistes se rendent compte que c'est un sujet porteur au niveau historique, c'est là où ils vont essayer de collecter, d'être proactifs et pas seulement passifs, et d'essayer de collecter des archives qui peuvent être utiles à l'historien. Et c'est là, par exemple, on parlait des grandes collectes pour 14-18, mais il y en a une qui a été beaucoup moins médiatisée il y a quelques années, en 2017, sur le travail des femmes. C'est-à-dire que les services d'archives avaient lancé un appel national en disant vous avez des documents, alors forcément tout le monde en a, vous avez des documents qui peuvent permettre d'éclairer le rôle des femmes dans l'histoire du monde du travail en fait. Est-ce que vous pouvez nous les donner, au moins nous les communiquer pour que nous, après, on puisse les communiquer aux historiens? Et en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. En fait, il n'y a pas du tout de combat en fait, entre l'archiviste et l'historien. C'est au contraire, l'archiviste découvre les richesses de ses fonds grâce aux historiens. Et en même temps, l'historien le pousse à essayer de constituer des fonds qui peuvent être intéressants pour la recherche historique. C'est plus comme ça que je voyais les choses, mais après...
Ah oui, effectivement. Monsieur Bornemann, si vous avez un avis, n'hésitez pas à nous en faire part. Je ne suis pas tellement archiviste, hein. Moi, je suis bibliothécaire, hein, donc c'est pas tout à fait le même, voilà, même métier, mais je suis tout à fait ce débat avec intérêt. Que puis-je ajouter? Mais du coup, si je peux me permettre de recentrer la discussion sur la question que tu avais posée initialement, Gwénolé, avant qu'on parle de l'exemple des procès de Nuremberg, quelle était-elle? Sur l'importance des archives dans les renouveaux des analyses historiques. Mais du coup, concrètement, enfin, si on peut reformuler, qu'est-ce que, ou je sais pas ouais, si tu peux reformuler la question. Euh, Est-ce qu'on redécouvre en fait de nouveaux sens aux documents? Oui, ça, c'est indéniable, tout à fait. Absolument. Ouais. Je crois aussi, oui. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas. D'abord Alice peut-être et Monsieur Bornemann, enfin Daniel ensuite. Je vais prendre un exemple vraiment qui n'a rien à voir avec les conflits contemporains, mais par exemple les documents du Moyen Âge, qui sont des documents très, comment dire, euh, ce sont des actes souvent de vente ou d'échange en fait, tels qu'on pourrait les trouver par exemple aujourd'hui chez les notaires. Et souvent, ça a été, au 19e siècle, ça a été beaucoup, beaucoup utilisé pour faire l'histoire des rois, en fait, parce que c'était souvent les rois qui les passaient, ou les abbayes, ou les puissants du monde, en fait. Et de plus en plus, les historiens s'en servent pour étudier, parce qu'à la fin de ces actes, il y avait une liste de témoins. Et ils s'en servent, par exemple, pour étudier la composition sociale de l'entourage de ces puissants, en fait, parce que les témoins, c'était des gens qui étaient autour des rois. Et du coup, ça permet de savoir comment ces rois étaient entourés, quelle a été l'évolution de ces classes sociales. C'est utilisé aussi pour des questions d'onomastique, c'est-à-dire la science des noms, quel était le nom des personnes à l'époque, enfin voilà. Et de plus en plus, il y a une attention qui est portée plus seulement aux puissants, puissants de façon générale, hein, que ce soit les politiques, les hommes, les personnes blanches, enfin, etc., mais aussi aux personnes du quotidien, en fait. Et c'est le développement aussi de ce qu'on appelait la micro-histoire, c'est-à-dire le fait de ne plus faire l'histoire uniquement de la nation, mais parfois de tout petits villages, d'une communauté. Et ça, du coup, cette perspective-là change complètement le sens que l'on peut donner aux documents. Moi, je vais prendre un exemple un petit peu qui concerne la période de la Deuxième Guerre mondiale, autour de la date du 20 juillet 1944, qui est celle d'un attentat manqué contre Hitler, où bon, il y avait des réseaux là, des tas de gens qui étaient mêlés et d'autres qui n'étaient pas mêlés du tout. Mais il y en a aussi des qui ont dit, qui ont clamé très haut et fort parce ils étaient mal vus à la période de l'épuration, par exemple, donc à la fin de la guerre, et qui disaient que ben, si, eux, ils avaient été d'une des ramifications de ce complot. Et voilà, et donc on a un exemple ici en Alsace qui est tout à fait à prendre au sérieux, hein, par ailleurs, qui est la personne de Joseph Rosset, dont nous avons les archives, nous, ici, à la BNU. Donc Joseph Rosset était un député autonomiste dans les années 20, qui ensuite est resté en Alsace. Il était à la tête d'une maison d'édition qui s'appelait Alsacia et qui a été ensuite très fortement inquiété à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les personnes qui ont fait la libération et qui a d'ailleurs fini en prison, malheureusement pour lui, en 1951, qui a eu l'indignité nationale, mais qui a quand même clamé très fort le fait que ben non, pas du tout, c'est vraiment une erreur que de lui en vouloir à ce point-là, parce qu'il était mêlé à des tas de choses. Évidemment, il était resté ici au contact avec les nazis. Il avait un petit peu travaillé avec eux, hein. Il n'était pas dans le maquis quelque part, il était les pieds sur terre dans sa bonne ville de Colmar, mais il a eu des tas de contacts parce que c'était un homme politique. Et donc, il a passé une partie de son temps à rassembler ses archives et tous ses amis aussi, ses amis
Ouais, ses amis, ses collègues députés aussi, et tout ça, l'ont aidé dans cette affaire pour rassembler des documents qui montrent que si, voilà, il était en relation avec telle personne, qui elle-même était en relation avec, etc., etc. Donc, et qui ont vraiment rassemblé beaucoup de choses. Et ça a fait l'objet en très peu de temps, enfin, disons en une dizaine d'années, mais à l'échelle des archives ou des bibliothèques, c'est pas grand-chose. En 2007, il y a eu une Tagung, donc à l'université Johannes Gutenberg de Mayence, qui est sur la double réalité, sur les relations entre la collaboration et la résistance. Les relations entre la collaboration et la résistance. Hein, voilà. Et donc, voilà, avec un chapitre consacré à Rossé, das Elsass und der 20. Juli 1944. Ça, c'était en 2007. Et plus récemment, on a eu un colloque, Joseph Rossé, à Colmar, et qui lui avait pour but de réunir des éléments qui permettront à un moment de réhabiliter cette personne. Parce qu'il faut un procès en réhabilitation, comme il y a des procès en canonisation. Pour réhabiliter quelqu'un qui a fini ses jours en prison en France, il faut argumenter, il faut réunir des preuves et tout ça. Et les archives, je crois qu'elles peuvent aussi servir à ça. Et les archives, tant celles des États, des communautés humaines, des départements par exemple, ou des départements de la guerre, ou que sais-je, mais aussi les archives des gens eux-mêmes. De toute façon, le document tout seul, il est rien. Enfin, il n'existe que par l'interprétation qu'on lui en donne. Et du coup, c'est pour ça que l'histoire, ça s'efforce d'être objectif le plus possible, mais finalement, ça dépend beaucoup de la subjectivité de la personne qui va lire le document, qui va l'interpréter. Et du coup, à la limite, c'est pas exactement vrai, mais je dirais qu'il y a peut-être autant d'interprétations qu'il y a d'historiens, parce que chaque historien va avoir sa sensibilité particulière, sa formation particulière. Un historien anglo-saxon va probablement pas interpréter de la même façon un document qu'un historien français, parce qu'il n'a pas été formé de la même façon. Il y a tout le poids de la culture aussi qui joue là-dedans. Donc, en fait, je dirais que ce à quoi il faut prendre garde, c'est qu'un document d'archive n'est pas objectif, en fait. Déjà, ça a été produit par une personne donnée, dans un but donné, et après, c'est interprété par un historien ou par un citoyen lambda pour, là aussi, encore une étude ou un objectif précis. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je me permets de reprendre la question de Arthur, qui est dans la discussion. Arthur nous dit, les ouvrages de bibliothèque sont-elles autant le reflet d'une mémoire donnée que les documents des services d'archives? Y a-t-il une dilution ou au contraire une augmentation de l'information transmise par les ouvrages d'une bibliothèque? Alors, moi, je veux bien commencer. Je pense qu'il ne faut pas chercher à voir qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le moins. Ce sont deux choses vraiment différentes, mais en même temps, c'est les deux versants d'une même réalité. Je pense que un livre n'est pas une archive. Un livre, c'est quelque chose d'édité. Une archive, c'est une matière brute, enfin brute, d'une certaine manière un peu plus brute qu'un livre rédigé. C'est un réservoir de faits qui ont été notés. C'est comme ça que je les vois, mais je vous dis, je ne suis pas du métier. Mais je ne pense pas qu'il y ait à chercher du plus ou du moins. Ce sont deux pans d'une même affaire. J'ai posé une question super simple et très idiote, hein. Mais du coup, c'est pour qu'on... Comment dire? Pour qu'on centralise et que peut-être que la différence soit bien faite. Comment on définit une archive? Qu'est-ce qu'une archive? Et à partir de quel moment un document devient une archive? Ou de manière générale, à partir de quel moment un document, que ce document soit un papier, une circulaire ministérielle ou un livre, ce document-là, il est digne de conservation et en fait, on organise plein de choses autour. C'est pas du tout bête comme question, en fait. C'est une question très simple pour revenir peut-être à l'essentiel. C'est vraiment le cœur du métier, en fait, de définir... alors, de toute façon générale, il y a une définition légale dans les archives dans le Code du patrimoine. Donc, le législateur a décidé que les archives, c'était l'ensemble des documents, quelle que soit leur forme, leur support ou leur date, produits par une personne physique ou morale dans le cadre de son activité.
Donc, dit comme ça paraît très général. Ce qui compte, en fait, c'est de se dire que le document d'archive est produit de façon non intentionnelle. C'est-à-dire que contrairement à une œuvre d'art ou à un livre, où là, pour le coup, l'artiste ou l'écrivain va se dire je crée quelque chose avec une intention, le document d'archive, c'est produit dans le cadre de l'activité d'une personne. C'est-à-dire que, par exemple, l'administration, elle va produire des mails, elle va produire des circulaires, elle va produire des arrêtés, parce que c'est dans son activité et elle ne peut pas faire autrement que de produire ces documents. À partir de là, c'est une archive. Dans la loi française, en fait, les documents sont des archives dès l'origine. Dès que vous créez un document, c'est considéré comme une archive. Après, c'est ce que je disais au tout début, c'est que du coup, c'est gigantesque et les institutions patrimoniales n'ont pas vocation à conserver l'intégralité de ces documents. Ce serait impossible et ça n'aurait aucun intérêt parce que du coup, l'historien se perdrait dans cette masse de documents. Donc, le rôle du coup des archivistes de façon générale, ça va être de sélectionner au sein de cette masse de documents, de tout ce que vous produisez au jour le jour, vos SMS, vos WhatsApp, tout ça, c'est des archives en fait, parce que vous les produisez sans intention dans le cadre de votre activité, de votre vie de tous les jours. C'est de se dire qu'est-ce qui va être intéressant. Pour 2 raisons. Il y a 2 critères du coup principaux. Il y a des raisons juridiques d'une part, parce que les documents d'archives, c'est essentiel tout d'abord pour prouver les droits des personnes. On parlait de l'état civil tout à l'heure. L'état civil, on ne va pas se poser la question de est-ce qu'on conserve ou pas, on conserve, parce que c'est indispensable pour que une personne puisse prouver son identité. C'est la même chose pour les jugements. Tout ce qui est produit par les juridictions, on est obligé de les conserver parce que si jamais plus tard il y a un contentieux, faut qu'on puisse prouver que ce qui a été décidé par le tribunal. Donc ça, par exemple, c'est le premier critère, c'est le critère juridique. L'autre critère, et ça, c'est là où le métier devient intéressant et au même temps où il devient beaucoup plus subjectif, c'est le critère historique. C'est-à-dire qu'on est censé savoir, au sein de cette masse, sélectionner les documents qui peuvent intéresser les historiens du futur. Et comme on a évoqué un peu rapidement le fait que ça évoluait toujours en permanence, ce qui intéressait les historiens du futur, c'est difficile parce qu'on est obligé de se projeter, de se dire est-ce que plus tard, la recherche historique évoluerait pas dans ce sens ou ce sens. Et du coup, concrètement, ce qui se passe, c'est que quand une administration vient vers nous en disant on déménage, on ne sait pas quoi faire de nos archives, nous, on va aller voir et on essaye de sélectionner ce qui peut être intéressant d'un point de vue historique. Et ce qui n'est pas intéressant, on le jette. Et c'est là où la responsabilité de l'archiviste est hyper importante. C'est que dès lors que vous jetez, l'historien du futur, il ne pourra pas avoir accès à ces documents. Et c'est là où la constitution des fonds d'archives conditionne vraiment la qualité de la recherche historique. C'est-à-dire qu'un historien par exemple, qui voudrait faire l'histoire d'un établissement, je ne sais pas, d'un hôpital, et il n'a absolument aucune archive de cet hôpital, parce que les archivistes ont jugé sur l'instant T que ce n'était pas intéressant, il ne pourra pas faire l'histoire aussi bien que s'il avait eu ces documents-là à disposition. Alors, il pourra avoir recours à des témoignages, il pourra avoir recours à l'archéologie, si c'est quelque chose qui date un peu, il pourra aussi avoir recours aux ouvrages, enfin voilà, il y a beaucoup de sources qui peuvent compléter les documents d'archives, mais il n'aura pas accès au cœur des documents qui ont été produits par l'établissement, et de fait, son étude, elle sera un peu moins complète que s'il avait eu accès à ça. En effet, ayant fait de la recherche historique, je ne peux que confirmer l'importance vitale des documents administratifs pour faire l'histoire d'une institution d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ça m'amène à vous poser une autre question un peu différente. Comment est-ce que vous distinguez les documents qui arrivent dans les archives et ceux qui arrivent dans les bibliothèques? Écoutez, moi, je me représente les choses comme ça. Peut-être que c'est faux, hein, mais les archives, elles reçoivent, ce sont des services qui reçoivent de la part des organismes, des organisations, des papiers ordonnés dans des boîtes d'archives et tout ça. Et puis, parce qu'il y a une réglementation là-dessus, je pense. Hein. Et réglementairement, ça arrive chez vous. Dans les bibliothèques, a priori, on achète des livres et des périodiques. C'est un peu différent. On va dans les librairies où on va s'abonner à des périodiques. Donc, ça vient comme ça, quoi.
Donc, une bibliothèque, a priori, ça choisit les ouvrages qu'elle veut dans ses fonds ou qu'elle n'achètera pas ce qu'elle ne veut pas. Voilà. On a des prescripteurs aussi, on a des gens qui nous disent il nous faut absolument ce livre-là parce que ça nous est utile. Et donc, on se dit, ben oui, bien sûr, on va vous l'acheter, vous en faites pas. C'est un petit peu comme ça que j'aurais envie de répondre à votre question. Il y a un cas un peu tangent. C'est celui des archives des écrivains, des artistes, des dramaturges, voilà. Ouais. Ça, depuis la Révolution. Alors, je ne vais pas dire que c'est un conflit, parce que ce n'est pas un conflit entre archives et bibliothèques, mais disons à la Révolution, quand les archives de l'Église, par exemple, ont été séquestrées, ont été nationalisées, on a décidé de faire, le législateur a décidé de faire une distinction entre les documents de gestion, donc les documents qui étaient censés aller dans les services d'archives, donc les documents administratifs, et les documents artistiques, à valeur littéraire ou artistique. Et eux, ces documents étaient censés aller dans les bibliothèques. Et en fait, de nos jours, c'est là-dessus qu'on se base encore. C'est-à-dire qu'on considère que les services d'archives ont vocation à conserver les documents des administrations et les bibliothèques ont vocation à conserver les archives qui auraient une valeur artistique ou littéraire. Là où c'est parfois un peu tangent, c'est que ça arrive que des services d'archives conservent des archives d'écrivains ou d'artistes, et au contraire que des bibliothèques conservent des archives d'administration. Voilà. Donc, la frontière n'est pas si nette que ça, en fait. Ça dépend beaucoup des structures et de l'historique des institutions. Vous avez un exemple en tête dans l'immédiat ou pas de mauvaise localisation d'un document? Je dirais pas mauvaise localisation de documents, mais je parle d'un exemple comme ça au hasard qui n'a pas de rapport avec la mémoire, mais les archives du Théâtre national de Chaillot, qui est l'un des théâtres nationaux de France. Normalement, c'est une administration, donc ça devrait être versé aux archives nationales. Donc il y a une partie qui a été versée en effet aux archives nationales et une partie qui a été versée à la Bibliothèque nationale de France, toujours sous cette caution d'archives à vocation artistique ou littéraire. Voilà. Donc en fait, le fonds qui normalement aurait dû être, à mon avis, d'un point de vue personnel, conservé uniquement aux archives nationales, a été éclaté en deux et aussi conservé en partie à la Bibliothèque nationale de France. Du coup, si je grossis les traits, tous les documents administratifs autour du Théâtre national étaient aux archives, et tous les documents artistiques, donc des scénarios, des affiches, côté bibliothèque. Tout à fait, ouais. Intéressant. Intéressant. Je profite du fait que j'ai la parole pour relayer une question sur le Facebook Live de la part de Mourad, que je salue du coup au passage. Merci une fois de plus d'avoir posé ta question. Donc, il se demande s'il y a une intersection ou une relation entre le travail des archivistes et tout ce qui relève du domaine de la propriété intellectuelle. Voilà, si jamais vous pouvez illustrer ça et en tout cas... Ouais, comment ça fonctionne, protection intellectuelle et conservation, peut-être à l'aune de la diffusion de l'archive, par exemple. Alors, je commence du coup, je ne sais pas si... Si. En fait, aux archives, on conserve un certain nombre d'affiches et de documents iconographiques, notamment des cartes postales. En fait, ce sont essentiellement les deux typologies principales qui vont être concernées par le droit d'auteur chez nous. En fait, on n'a pas d'ouvrage vraiment en tant que tel. C'est surtout les documents iconographiques. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'identifier le nom du photographe ou de l'artiste qui a dessiné les affiches. Parce qu'on ne peut pas diffuser de documents. Alors, que ce soit dans une exposition, que ce soit en ligne, sur Internet, on ne peut pas diffuser de documents sans respecter les droits moraux de l'auteur, c'est-à-dire en citant le nom de l'auteur. Et ça pose parfois des problèmes parce qu'il y a plein de documents qui ne sont pas forcément identifiés. Les artistes n'ont pas toujours signé, les photographes n'ont pas toujours donné leur nom ou le nom de leur studio. Et souvent, c'est difficile aussi de respecter les droits. Alors ça, c'est la partie droits moraux. Et il y a la partie aussi droits patrimoniaux dans la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est en théorie, 70 ans après la mort de l'auteur, ces droits patrimoniaux s'éteignent et donc ça tombe dans le domaine public.
Concrètement, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a pas mal d'exceptions, notamment quand les personnes ont publié pendant les guerres ou ont été reconnues comme des morts pour la France. Et du coup, en fait, si on veut, par exemple, faire un catalogue d'exposition, je dis quelque chose de très bête, hein, mais faire un catalogue d'exposition qui va être vendu ensuite, il faut qu'on retrouve l'auteur ou ses descendants afin qu'ils puissent nous donner leur accord pour qu'on puisse commercialiser quelque chose avec son œuvre en fait à l'intérieur. Donc ça, je dirais que c'est pas seulement les archives qui sont concernées, c'est toutes les institutions patrimoniales, hein, des musées aux bibliothèques, en passant par les archives. Dès lors qu'on conserve des œuvres de l'esprit, on va devoir faire très attention lorsqu'on cherche à faire de la valorisation auprès du grand public. Je ne sais pas si c'était exactement le sens de la question ou pas, mais... Comme Mourad n'est pas là, je ne pourrais pas le dire tout de suite, mais peut-être que dans le chat Facebook, il pourra revenir là-dessus. Merci beaucoup pour les éléments de réponse. Je ne sais pas si c'est clair au niveau des droits moraux, des droits patrimoniaux, au niveau du droit d'auteur, mais ça, c'est un autre sujet. On va dire qu'au niveau des droits d'auteur, il y a une protection, si je peux me permettre rapidement, mais vraiment très rapidement, il y a une protection qu'on accorde à l'œuvre de l'auteur et il y a une protection patrimoniale qui du coup se raccorde aux droits patrimoniaux qu'il peut toucher via son œuvre, donc la vente d'un livre par exemple. Mourad nous dit que c'était ça et que c'est très bien, donc merci de sa part. Et les droits, et qui du coup sont limités dans le temps. C'est pour ça qu'on dit ça tombe dans le domaine public, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, l'artiste ne va plus bénéficier des fruits de son œuvre, et donc ça tombe dans le domaine public. Il me semble que par exemple Shakespeare, maintenant, ses œuvres sont tombées dans le domaine public, et on peut tous les utiliser. Par exemple, il est mort depuis très longtemps. Et il y a les droits moraux en fait, qui sont inexteignables dans le sens où moralement, on attribue à César ce qui appartient à César. Donc si Shakespeare écrit cette pièce, on va écrire que c'est Shakespeare, on ne va pas s'attribuer l'œuvre de l'auteur. Mais par exemple, parce que vous parliez de l'exception, enfin des principes des 70 ans de la protection, Apollinaire, Guillaume Apollinaire, comme il est mort pendant la guerre et que son œuvre en plus a été écrite pendant la guerre, il y a un calcul particulier, mais il y a une extension de ses droits à 20 ans plus, etc. Et Saint-Exupéry, étant donné que on n'a pas encore découvert son corps, il me semble qu'il y a eu une extension supplémentaire en fait de ses droits d'auteur. Et une façon en fait que la famille a trouvé de contourner le fait que l'œuvre est tombée dans le domaine public, c'est d'en faire une marque. Donc Le Petit Prince. Voilà. Et je vois qu'il y a des juristes dans la salle et j'espère que ma description a été assez claire. Mais oui, en effet, si vous voulez en savoir plus, lisez le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle. Mais je crois que Apollinaire n'est pas mort pendant la guerre. Il est mort après la guerre, des suites de la grippe espagnole. Mais c'est vrai qu'il a participé à la guerre en tant que soldat, comme tout le monde sait. Il était blessé et tout ça. Et c'est le fait d'avoir participé aux deux conflits, enfin aux conflits mondiaux, on va dire, qui fait une rallonge, qui donne une rallonge aux droits d'auteur qui normalement sont limités à 50 années et qui atteignent 70 ans actuellement. Et lorsque des auteurs seront, enfin là, dans le futur, je pense qu'on ne reviendra pas à 50 ans et qu'il y aura certainement un alignement sur 70 ans, voire sur plus même. Mais bon, alors oui, il y a trois droits. Il y a le droit moral, le droit patrimonial et puis le droit de propriété. Là, quand même, les archives lorsqu'elles sont données par quelqu'un, c'est bien la propriété matérielle du support lui-même, de l'écrit si on veut, appartient bien à la bibliothèque, si c'est la bibliothèque, et puis aux archives, je suppose, si aux archives. C'est à l'État, quoi. Ça fait partie du patrimoine de l'État. Nous avons une question de la part d'Arthur. Les bibliothèques d'aujourd'hui sont-elles le bon reflet de l'histoire passée? Est-ce que les bibliothèques sont-elles des lieux de mémoire efficaces? Moi, je dis, c'est pas à moi de le dire, hein, je ne suis pas parti. Voilà, c'est aux usagers de savoir, aux usagers de savoir ce qu'ils en pensent. Maintenant, voilà, je sais pas.
Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on fait un travail solide, honnête, objectivement assez difficilement attaquable. Mais il y a peut-être d'autres institutions qui sont déviantes ou qui ont des pratiques qui sont malhonnêtes, je ne sais pas. À l'usager d'argumenter et de nous dire si on est bon ou si on est vraiment franchement mauvais, je dirais. Mais il faudra qu'il argumente. Hein. Mais du coup, est-ce qu'il y a des usagers dans la salle qui veulent prendre la parole et répondre à la question dans ce cas-là? Sur les lieux de mémoire et l'efficacité des bibliothèques en tant que ouais, lieu de mémoire. Moi, j'aurais une question assez prosaïque, comme je suis jeune, n'est-ce pas? Déjà, merci à vous deux de nous d'éclairer notre lanterne ce soir. Je voulais savoir quelles sont les difficultés ou non-difficultés auxquelles on peut se heurter administrativement, etc., pour pouvoir accéder à des archives et les consulter. C'est très intéressant comme question et ça rejoint des débats qui ont lieu en ce moment même. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou si c'est juste une question. Ah non, c'est vraiment par pure curiosité. D'accord. En fait, alors en théorie, les archives sont accessibles à tous. En théorie, c'est pas la théorie, c'est juste que c'est gratuit et que vous pouvez y accéder juste en présentant votre pièce d'identité. Normalement, il n'y a pas plus de contraintes que ça. Les contraintes qui peuvent y avoir, c'est ce qu'on appelle les délais de communicabilité. Donc, c'est des délais qui sont fixés dans la loi. Et par exemple, il y a les documents qui portent atteinte au secret de l'État ne sont pas communicables avant 50 ans. Et les documents, par exemple, qui portent atteinte au secret de la vie privée ne sont pas non plus communicables avant 50 ans. Parce qu'on considère que les gens n'ont pas à savoir où vous habitez, qu'est-ce que vous faisiez comme métier, les jugements personnels qui peuvent y avoir, par exemple, dans votre dossier d'examen ou de formation professionnelle. Enfin, ça, c'est privé et c'est protégé pendant 50 ans après la date du document. Donc, ça pose souci, par exemple, aux historiens contemporains. Ceux qui font l'histoire de la guerre d'Algérie, par exemple, pour revenir au débat du coup, qui est en ce moment même, ils n'ont pas forcément accès aux archives pertinentes parce que c'est des archives qui datent de moins de 50 ans et du coup qui sont en théorie encore couvertes par cette fameuse protection du secret de l'État. Il y a aussi un autre niveau qui vient s'ajouter, c'est la classification en secret militaire. Et là, pour le coup, alors, jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de délai, c'est-à-dire que c'était à l'armée de décider quand est-ce qu'elle décidait de déclassifier, c'est ce qu'on appelle la déclassification, quand est-ce qu'elle décidait de déclasser les archives et les ouvrir au public. Ça a posé un énorme souci en fait récemment parce que les archives de la Défense ont décidé de renfermer un certain nombre d'archives et ils ont remonté jusqu'à l'occupation. Alors qu'on peut dire que l'occupation, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est reconnu. Enfin, on a fait l'histoire de l'occupation et ça porte pas vraiment atteinte à la sûreté de l'État et au secret militaire de faire l'histoire de l'occupation. Ça paraît un peu étrange. Et du coup, elles ont refermé ces archives qui auparavant étaient ouvertes. Ça s'est passé cette année, en 2020. Et il y a eu beaucoup d'historiens qui sont montés au créneau, qui ont protesté, qui ont dit que ce n'était pas normal. Et du coup, le ministère de la Culture a mis en place un groupe de travail pour essayer de faire en sorte que ce soit plus transparent et qu'on puisse mieux justifier pour les citoyens les raisons pour lesquelles on leur refuse ou pas cette fameuse déclassification. Donc aujourd'hui, c'est en cours. Normalement, ça devrait être plus transparent d'ici les mois à venir. Mais disons que c'est les principales difficultés, à mon avis, qui peuvent survenir. C'est d'une part les délais de communicabilité, donc vie privée, secret médical, etc. Et d'autre part, les quelques documents vraiment spécifiques qui portent atteinte, qui sont censés porter atteinte à la sûreté de l'État et au secret militaire. D'accord, merci beaucoup, c'était très clair. Pour le côté bibliothèque... Je vais donner un petit exemple. Non, du coup, Monsieur Bornemann, allez-y. Allez-y. D'accord. Donc, dans les bibliothèques, c'est un peu différent. Et ça vient de la nature du fait que les bibliothèques, soit elles collectent des choses qui ont été éditées, hein, des livres, des périodiques, des articles, des choses comme ça. Soit elles reçoivent, par exemple, les archives qu'elles reçoivent. Ce sont souvent les personnes elles-mêmes qui les donnent volontairement par un acte de générosité, un acte volontaire de don. Ou de dépôt, ce qui revient quelque part au même du point de vue que je vais maintenant expliquer. Et ce qui fait que si déjà elles donnent des choses, on se dit c'est qu'elles assument ce qu'il y a dedans. Si c'est des archives qui les concernent eux,
Si c'est des archives qui concernent des choses historiques qui se sont passées il y a bien longtemps, bon, de toute façon, c'est de la recherche, c'est tout. Mais si c'est des choses qui sont personnelles, ce sont les personnes elles-mêmes qui nous les donnent. Après, il y a quand même un hic, c'est que ça, il y a l'article, je crois, 2, l'article 9 du Code civil qui dit que, enfin, qui est la protection de la vie privée des gens. Et évidemment, un monsieur qui est tout enthousiaste et qui finit par déposer ses archives de sa famille, enfin de sa famille, les archives qui le concernent, c'est très bien, mais après, il peut arriver qu'il meure, ou qu'il ne meure pas d'ailleurs, et qu'il y ait ses fils ou ses frères ou sa mère ou voilà, son cousin ou quelqu'un de sa famille qui se dit, mais ouais, mais là-dedans, il raconte des tas d'horreurs, des tas de choses terribles qui ne nous conviennent pas du tout, qu'on a toujours cachées dans notre famille, des secrets terribles. Et ça, on ne veut pas que ça soit divulgué. Et donc là, il y a la protection de cet article 9 du Code civil et puis quelques autres machins qui disent que la vie privée a droit à une certaine protection. Mais les bibliothèques, elles ont la parade, si on veut. C'est-à-dire qu'on peut communiquer ces documents à toute personne honorablement inscrite comme il faut en tant que lecteur. Mais cette personne doit être avertie que s'il y a des choses qui sont à caractère personnel, soit elle va trouver l'accord des gens à qui cette vie privée appartient, que ce soit les descendants et tout ça, soit elle n'en fait rien, quoi, soit elle évite de divulguer. Elle évite de divulguer des choses qui ne sont pas à divulguer. Par contre, elle peut en prendre connaissance. Merci, c'est super intéressant. Juste avant qu'on passe à autre chose, entre guillemets, et avant que ça saute, j'aurais une question à reprendre du chat de la part de Corentin qui se demandait en fait quelle est la proportion, donc à propos du conflit de 1870-1871, donc quelle est la proportion de documents conservés, donc entre documents d'origine privée et documents publics. Et enfin, du coup, alors la question elle est un peu étrange, enfin, dans le sens où il demande en temps normal quelle est la proportion de documents qui sont issus de fonds publics et celle de fonds privés. Et ensuite, dans le cadre de commémoration, bah, comment évolue cette proportion? Est-ce que donc c'est un petit peu comme le centenaire où il y a une espèce de vague de documents privés qui arrivent ou pas? Alors pour les archives départementales, on n'a jamais pu faire de chiffrage exact. Je dirais que la proportion, c'est 95% de documents publics au minimum. Et 5%, mais vraiment grand maximum de documents d'origine privée. C'est vraiment infime par rapport à la masse de documents qu'on conserve qui viennent des administrations. Et c'est vrai que... Alors, les grandes collectes et les mouvements de commémoration permettent bien sûr d'accroître considérablement le nombre de documents privés qu'on conserve dans les archives départementales. Pour ce qui est des archives, c'est juste que c'est tellement important la masse des documents d'origine publique qu'on conserve que ça ne fait baisser que de façon marginale les proportions. Pour un historien, on verra tout de suite la différence et c'est plutôt en matière de diversité parce qu'il va avoir accès à d'autres points de vue, à d'autres personnes qui ne sont pas forcément celles qui parlent dans les circulaires ou les instructions ministérielles en fait. C'est pas du tout la même façon d'avoir la même chose, d'avoir accès à une carte postale qu'à un document administratif. Mais disons qu'en termes de statistiques, c'est vraiment infime. Ouais, pareil pour les bibliothèques, je crois que les proportions doivent être à peu près celles-là aussi. À vue de nez, évidemment, mais ça me semble tout à fait réaliste aussi. Une bibliothèque est quand même constituée de livres qui paraissent bel et bien dans la librairie. Hein. Généralement, c'est ça le cœur de la bibliothèque. Après, il y a quelques petits fonds comme ça qui arrivent, mais ça reste marginal. Alors j'ai une question sur la provenance. Alors vous séparez la provenance publique de la provenance privée. Mais il se trouve que moi j'ai eu justement des cas très particuliers en fait de documents qui normalement étaient d'origine publique. Ben, ils ont fini dans des collections privées de collectionneurs du 19e siècle qui ensuite les ont légués aux archives départementales. Et donc du coup ça c'est des documents d'origine publique ou privée? Alors normalement c'est public parce que la propriété publique est inaliénable. Alors, c'est un cas tout à fait intéressant que vous mentionnez et souvent les archives sont contentes de retrouver ces documents et du coup elles ne vont pas poursuivre en justice les pauvres propriétaires qui n'y peuvent rien de toute façon.
Mais en théorie, si on suit la loi au sens strict, les archives peuvent revendiquer, c'est ce qu'on appelle la revendication. Elles peuvent revendiquer des archives considérées comme publiques, et ça remonte jusqu'avant la Révolution. C'est-à-dire qu'un document du Moyen-Âge qui se retrouvera en main privée, alors qu'il est considéré comme d'origine publique, pour le coup, les archives départementales, enfin les archives de façon générale, ont le droit de le revendiquer sans dédommager le propriétaire. Ça, après, Ok. c'est la théorie. C'est la théorie. Dans la Oui. pratique, souvent, il y a un dédommagement parce que on n'est pas des sauvages. mais Il faut disons que savoir la propriété publique, en théorie, est inaliénable. Parce que moi, ça, c'était des documents qui dataient de la fin du XVIe siècle, donc c'était quand même assez vieux. Hein. Mais il y a eu un cas récemment, en fait, pour la question de Pétain et de Gaulle, en fait. Ça peut être intéressant, peut-être, dans le cadre rapidement. Qui représentait la France lors de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'était Pétain qui était considéré comme le représentant de la France et du coup, ses archives étaient-elles d'origine publique? Ou est-ce que c'était De Gaulle qui, au même moment, avait des prétentions aussi sur de représentant de la France? Et du coup, est-ce que ces archives produites lors de entre 40 et 45 étaient des archives d'origine publique ou des archives d'origine privée? Et finalement, après un long contentieux, parce que le cas s'est produit lors d'une vente aux enchères, en fait. On avait des documents de Pétain et des documents de De Gaulle, et en fait, le propriétaire voulait les vendre en considérant que c'était des archives privées, et il me semble que c'était les Archives nationales et la Défense, mais je ne suis pas hyper sûre, en fait, disaient, elles, au contraire, que c'était des archives publiques, et du coup, elles n'avaient pas à payer, et qu'elles pouvaient les revendiquer en tant qu'archives publiques. Et finalement, ça a été reconnu, les deux ont été reconnus comme des archives publiques. Donc, c'est un peu paradoxal quand on y réfléchit, parce que ça voulait dire que la France avait 2 représentants, mais les deux ont été considérés comme des archives publiques. Après, ça, c'est un débat, on va dire, historiographique assez complexe, et c'est 2 légitimités qui sont concurrentes, grosso modo. L'heure tourne. Malheureusement, je regarde l'heure et il est déjà 19h59. Notre conférence est censée durer jusqu'à 20h. Donc, si vous avez une dernière question que vous souhaitez poser et vraiment vous en avez besoin, c'est le moment ou jamais. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous en avez ou même à donner vos ressentis sur ce que vous avez pu entendre ce soir. Voilà, n'hésitez pas, ceux qui sont dans cette conférence parmi nous, donc dans l'écran. Attention, sinon on va prendre la parole nous. Peut-être une petite... déjà remercier de ma part celles et ceux qui ont parlé ce soir. Enfin, moi, encore une fois, c'est un domaine que je connais vraiment absolument pas. Donc, c'est intéressant aussi de donner des points de vue entre bibliothécaires et archivistes et éventuellement quelques débats historiographiques, un peu plus d'analyse entre ce que les historiens et les archivistes peuvent faire. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, encore une fois, merci beaucoup. C'est vraiment pas quelque chose qu'on entend également très souvent, ce genre de discussion. Vraiment pour les profanes, comme un peu beaucoup d'entre nous. Donc voilà, c'était juste pas de questions particulières, ce qui est plutôt bon signe. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas 1 milliard de questions à se dire, mais mince, je sors avec plus de questionnements que je n'en suis entré. Donc ça, c'est encore une fois, merci. Eh bien, merci à vous, chère Annelise et Daniel. Merci Gwenolé pour ta modération. C'était un échange hyper intéressant pour moi aussi. Pour la petite histoire, j'ai eu l'idée de cette conférence en visitant les archives départementales et en bénéficiant d'une visite de la part d'Annelise qui m'a donné le goût pour le sujet et qui m'a fait prendre conscience du fait qu'on n'en savait rien et que c'était super intéressant. Donc, très heureuse de voir que Théo t'a fait susciter la même passion et le même questionnement. Donc vraiment, merci. J'espère à titre personnel et aussi dans le cadre du projet qu'on aura l'occasion de rediscuter de ces thématiques et qu'on aura l'occasion de retravailler avec vous. Je pense que c'est important de discuter de ça aujourd'hui. Dans un contexte où on parle beaucoup de plein de choses, de mémoire, d'histoire, de devoirs de mémoire, etc. Et c'est bien aussi de clarifier les choses en parlant de la base, en partant de la base et en parlant de l'essentiel. Donc, qu'est-ce qu'une archive? Qu'est-ce que la mémoire? Voilà.
des questions comme ça. Et juste pour rappeler, parce que je ne pense pas l'avoir dit, mais le projet Lieu de mémoire a pour vocation aussi de parler de la construction européenne. Juste, je reviens au début, parce que c'était peut-être pas très clair. Et en tout cas, vraiment, merci à vous pour ces apports. C'était très intéressant.